L'article suivant a été écrit par Ngugi wa Thiong'o, écrivain kényan de renommée mondiale, universitaire et intellectuel public, largement considéré comme l'un des plus grands romanciers d'Afrique de l'Est et comme une figure centrale de la littérature africaine moderne. L'œuvre de Ngugi a été fondamentale dans la structuration des études littéraires postcoloniales, de la critique culturelle africaine et des débats sur la langue, le pouvoir et la décolonisation. L'article a été publié pour la première fois dans Macalester International, volume 14, 2004, dans le numéro thématique intitulé Complex Contradictions, African, American and Middle Eastern Perspectives. Dans cet article, Ngugi examine les héritages durables du colonialisme et de l'impérialisme et leur impact sur la culture, la langue, l'identité et les rapports de pouvoir à l'échelle mondiale. Il interroge les manières dont les récits dominants sont construits et imposés, tout en soulignant la nécessité de reconquérir les perspectives autochtones et la souveraineté intellectuelle. À travers une analyse comparative et historiquement située, Ngugi inscrit les expériences africaines dans un contexte mondial plus large, établissant des liens entre les luttes menées en Afrique, dans les Amériques et au Moyen-Orient. L'article formule en définitive un appel à la décolonisation culturelle, à la conscience critique et à la solidarité entre les peuples qui résistent aux diverses formes de domination. Identités africaines. Le panafricanisme à l'ère de la mondialisation et du fondamentalisme capitaliste. Par Ngugi wa Thiong'o. Nous vivons dans un monde de contradictions. La technologie et l'ingéniosité humaine ont ouvert une frontière sans fin dans l'espace extérieur et l'espace intérieur, allant jusqu'à décoder la clé de la vie. Et pourtant, la cupidité humaine a décrété qu'il y ait pauvreté et maladie sur Terre. Les moyens de sauver la vie sont éclipsés par les moyens de la détruire. Les armes de destruction massive, quelle que soit la nation qui les accumule, sont une épée de Damoclès suspendue au-dessus du globe. L'insécurité hante les rues, même des nations les plus lourdement armées. La population carcérale est le secteur qui croît le plus rapidement, tant dans les nations les plus pauvres que dans les plus riches. Le caractère de splendeur dans la misère de notre globe est au cœur des contradictions complexes de la mondialisation. Quelle est la place de l'Afrique dans ce scénario? Quelle est la place de l'Afrique dans l'espace mondial? Tout phénomène de la nature, de la société et de la pensée, y compris le caractère de son être, est affecté par les dynamiques externes et internes de son devenir. Le développement africain ne fait pas exception. La guerre froide des rivalités entre superpuissances a affecté le caractère de l'État postcolonial qui a émergé dans l'Afrique des années 60 du XXe siècle. Les dictatures militaires et civiles, tout en se nourrissant du sol fertile de bases démocratiques et économiques faibles à l'intérieur, furent aussi une fonction des rivalités entre superpuissances, les régions africaines livrant souvent des guerres par procuration, qui n'offraient rien de plus que des champs de mise à mort pour tester l'efficacité d'armements rivaux. Les luttes pour la démocratie, menées par un vaste mouvement social, et la fin de la guerre froide, ont vu la libéralisation de l'espace interne, des dirigeants africains se retirant, au lieu d'être retirés par la mort, la vieillesse ou des coups d'État militaires. Ce sont là des développements internes positifs. Mais tout comme la décolonisation s'est déroulée dans les conditions internationales de la guerre froide, qui en ont laissé l'empreinte, ces développements de l'après-guerre froide se produisent dans des conditions de mondialisation économique intensifiée. Non que la mondialisation soit un phénomène nouveau. Elle est une caractéristique du capital depuis sa genèse au XVIe siècle, d'abord comme défi, puis comme remplacement du féodalisme en tant que force dominante et déterminante de la production sociale. Les explorations et les entreprises coloniales sont concomitantes de sa genèse. Dans le manifeste du Parti communiste, Marx et Engels prédisent le caractère mondial de son développement lorsqu'ils parlent de la bourgeoisie qui, par l'exploitation du marché mondial, donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation dans chaque pays. Ils parlent d'anciennes industries nationales établies qui sont délogées par des industries utilisant des matières premières tirées des zones les plus éloignées. Des industries dont les produits sont consommés non seulement sur place, mais dans tous les quartiers du globe. L'Afrique a toujours été une partie intégrante des moments clés de l'évolution de la tendance globalisante du capital, bien que de manière désavantageuse. Une fois encore, nous nous tournons vers Marx qui observait
La découverte de l'or et de l'argent en Amérique, l'extermination, l'asservissement et l'ensevelissement dans les mines de la population aborigène, le début de la conquête et du pillage des Indes orientales, la transformation de l'Afrique en une réserve pour la chasse commerciale des peaux noires, signalèrent l'aube rosée de l'ère de la production capitaliste. L'aube rosée était la phase mercantile du capital qui alimenta la traite des esclaves et créa les plantations esclavagistes. Ici, le corps africain est transformé en marchandise. La phase industrielle du XIXe siècle alimenta la ruée vers les colonies en tant que source de matières premières et marché pour les produits finis. Désormais, la matière première est transformée en marchandise dont le bas prix devient l'artillerie lourde, forçant la capitulation devant l'ordre capitaliste. Suit ensuite la phase du capital financier, lorsque l'argent qui permettait auparavant l'échange devient lui-même une marchandise de tout premier ordre, un missile guidé par laser qui accélère la capitulation et fait s'effondrer les murs protecteurs des nations. Lénine, dans son livre L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, publié au début de la Première Guerre mondiale, comme les accords de Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont conduit à la création de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, FMI, et de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT, avait né prévu la domination mondiale à venir du capital financier. Les titres mêmes de ces institutions de Bretton Woods désignent le globe comme le théâtre des actions du capital financier. La mondialisation aujourd'hui est donc la maturation d'une tendance et d'un processus inhérent au capitalisme. Mais si la mondialisation a été la tendance et le contexte du processus de la modernité capitaliste, il existe une différence entre ces manifestations d'avant et d'après la guerre froide. Les phases et formes antérieures adoptaient, ou du moins rendaient hommage à, la notion de laisser-faire, de libre concurrence. Il existait différents chemins vers le paradis capitaliste. Ce qui caractérise la mondialisation dans sa forme actuelle, c'est l'impératif idéologique et pratique du fondamentalisme capitaliste. Le fondamentalisme, économique, politique ou religieux, est essentiellement l'insistance sur l'idée qu'il n'existe qu'une seule manière d'organiser la réalité. La formule souvent citée de Margaret Thatcher, « There is no alternative », Taina, illustre parfaitement cela en relation avec la politique et l'économie, mais elle incarne le même réductionnisme que dans le fondamentalisme religieux. Ce fondamentalisme capitaliste, que certains chercheurs qualifient de néolibéralisme, commence approximativement avec l'ère Reagan, Thatcher et Kohl, bien que ce trio ne l'ait pas créé. Il appelle littéralement à l'adoration du marché, avec pour credo commun la privatisation. Privatiser ou périr, dit-il. Si une nation dévie du chemin ordonné, par exemple, en remettant en question les mécanismes disciplinaires des conditionnalités de l'aide ou en refusant de privatiser les entreprises publiques et d'introduire des formes étroitement définies de démocratie libérale, alors elle s'expose à l'excommunication du temple capitaliste mondial et à l'expulsion dans le purgatoire. La Tanzanie de Julius Nyerere, dans les années 1980, fut mise à genoux pour avoir remis en question la doctrine néolibérale. Même des dictateurs auparavant dociles n'étaient pas à l'abri de la punition lorsqu'ils tentaient de conserver les entreprises publiques, leurs anciennes sources de pillage et de clientélisme. Ce tournant radical conceptualise le capitalisme comme un système religieux, avec le marché comme médiateur quasi divin des revendications conflictuelles de ses adeptes. Malheureusement, cela a des conséquences bien réelles pour les économies politiques des sociétés capitalistes périphériques comme celle d'Afrique. D'une part, ces États et leurs politiques internes sont placés sous surveillance constante pour toute déviation par rapport aux conditionnalités désormais sanctifiées. Cette surveillance se manifeste aussi au niveau international dans les politiques clairement discriminatoires de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, successeur du GATT, notamment dans le domaine des subventions agricoles. Cela a des effets néfastes sur l'agriculteur déjà confronté aux dislocations sociales et économiques provoquées par les exigences fondamentalistes de la marchandisation des biens sociaux publics, parmi lesquels l'éducation, la santé et l'eau. Avec l'insistance sur l'idée qu'il n'existe qu'une seule manière d'organiser une économie, voire le capitalisme lui-même, le fondamentalisme capitaliste remet déjà en cause les attributs traditionnels de l'État-nation, tels que son droit supposé de formuler des politiques économiques nationales. De nombreuses politiques du tiers-monde sont élaborées par le FMI. Dans certains cas,
Le FMI dispose de bureaux dans les ministères des Finances et de la planification économique, allant parfois jusqu'à intervenir dans la nomination de hauts fonctionnaires clés en tant que superviseurs du Trésor national. Un État qui doit faire approuver ses politiques économiques par un autre a déjà cédé une partie de sa souveraineté à l'instance qui approuve. Les développements rapides des technologies de l'information, avec Internet qui tisse littéralement le monde en une seule toile, érodent encore davantage le contrôle de l'État-nation sur ce qui se trouve à l'intérieur de son territoire, car aucun État ne peut désormais contenir efficacement le flux et l'échange d'informations à travers les frontières nationales. Même le rôle de l'État en tant que fournisseur de besoins sociaux et employeur des intellectuels a été usurpé, cette fois par les organisations non gouvernementales, ONG, les missionnaires laïcs de l'ère de la mondialisation. De nombreux produits des universités nationales sont en concurrence pour des missions de consultance auprès des ONG. Ces ONG sont financées par les trésors de gouvernements étrangers, principalement occidentaux, et ne sont donc des ONG que pour les États du tiers-monde. Autrement, elles constituent un bras de la politique étrangère des États qui les financent. Les produits du dur labeur de ces consultants locaux, même le langage dans lequel les critiques qu'ils rédigent sont formulées, s'inscrivent souvent dans le large consensus des sources de financement. Une ONG implantée localement qui appellerait au renversement d'un régime corrompu ou exhorterait l'État-nation à contester le fondamentalisme capitaliste constaterait rapidement que ces financements se sont taris du jour au lendemain. Qui paie le joueur de flûte choisit la musique. L'ascension du capital financier affecte d'autres domaines de notre vie sociale, tels que la conception de la politique et, plus spécifiquement, de la démocratie. Ainsi, ce qui est souvent vanté comme liberté est essentiellement la liberté du capital financier d'entrer et de sortir des frontières nationales sans l'interférence de l'État-nation. Mais cela signifie-t-il que ce capital est véritablement supranational? Parlons-nous d'un capital sans domicile? Pas vraiment, car tout en revendiquant le globe comme terrain de jeu, sa base demeure dans les patries nationales de ce que l'on appelle globalement l'Occident, principalement son secteur euro-américain. Il peut parcourir le monde en faisant tomber les murs des autres États-nations, mais il sait où revenir avec ses profits. Le résultat de ce processus pour l'Afrique et de nombreux pays du tiers-monde à travers le globe est un État trop faible pour interférer avec le fonctionnement du capital financier, mais suffisamment fort pour contenir la population si celle-ci se soulève contre les prédations sociales qui en découlent. Souvent, ces États rivalisent entre eux pour démontrer lequel est le plus apte à fournir une main-d'œuvre bon marché et docile et à protéger des zones franches qui échappent aux lois du pays. L'instabilité est inhérente à une telle situation. Afin de créer ne serait-ce qu'un minimum de stabilité, un tel État post-colonial s'appuiera sur les bottes de la police et les baïonnettes de l'armée. Un retour, ironiquement, au caractère de l'État post-colonial durant la guerre froide. Ainsi, l'État émergent de l'après-guerre froide, avec ses atours démocratiques, est en train d'être transformé en son contraire, un État policier qui a perdu la capacité et les moyens de parler au nom de la nation. En agissant comme superviseur du capital financier étranger, l'emprise de l'État post-colonial sur l'allégeance de la population s'affaiblit considérablement. Les citoyens le perçoivent avec suspicion comme un ennemi du peuple, ce qu'il est souvent, et leur gratitude envers les ONG peut les amener à voir les nations impérialistes comme leurs alliés contre les pratiques répressives de leur propre État. L'ironie, bien sûr, est que les ONG généreuses et l'État local, rivaux pour la gratitude et l'allégeance du peuple, sont armés par les mêmes sources occidentales. L'État est armé de weapons et l'ONG de coupons. Les aspects policiers de l'État-nation périphérique deviendront plus prononcés à mesure que les conséquences sociales de la domination du marché non régulé accentueront les contradictions dans un monde divisé entre une minorité de nations riches, principalement euro-américaines, et une majorité de nations pauvres, principalement asiatiques, africaines et sud-américaines. Et à l'intérieur de cette dichotomie mondiale, toutes les nations sont divisées entre une strate sociale supérieure très riche, les nantis, et une majorité sociale pauvre, les démunis. Les deux écarts de richesse et de pauvreté entre les nations et à l'intérieur de celles-ci, enracinés dans la pratique économique de la mondialisation, se creusent rapidement. Et c'est là que réside le grand paradoxe de notre époque. La production est clairement mondiale, mais l'appropriation et la disposition du produit sont privées.
La privatisation ne se réfère donc pas à la production, car la production est devenue sociale et mondiale. Elle se réfère plutôt à l'accumulation du profit. Socialiser la production, privatiser le produit. Les mains publiques proposent, les doigts privés disposent. Mondialiser la production, régionaliser le profit. Cela ajoute au paradoxe. Malgré l'énorme puissance des nouvelles technologies engendrées par la mondialisation de la division du travail, nous assistons à la mondialisation de la pauvreté. Le soin, qui pourrait dompter les vicissitudes de la nature, engendre de plus grandes vicissitudes sociales. L'approfondissement de l'écart entre les conditions des nantis et des démunis dans un monde de plus en plus mondialisé constitue une base pour de nouveaux types d'autoritarisme. L'instabilité peut également engendrer davantage de fondamentalisme en alliance ou en opposition au fondamentalisme capitaliste. Malheureusement, l'Afrique s'en sort le plus mal, malgré ou à cause du fait qu'elle a toujours été un acteur du développement du monde capitaliste moderne. Sous la traite des esclaves, le corps africain est marchandisé. Sous le système des plantations esclavagistes, l'Afrique fournit une main-d'œuvre non rémunérée qui travaille dans les champs de sucre et de coton. Sous le colonialisme, l'Afrique fournit des matières premières, or, diamants, cuivre, uranium, café, cacao, sans avoir de contrôle sur les prix. Sous la nouvelle situation mondiale de la dette, du service de la dette et des conditionnalités, l'Afrique devient un exportateur net du capital même dont elle a le plus besoin. L'Afrique, le plus grand continent du globe, doté de toutes les ressources de la nature, devient la terre la plus accablée par les maux forgés par l'homme, pauvreté, maladie et ignorance. Comment l'Afrique peut-elle se sortir de ce bourbier et se transformer en un acteur égal dans le monde, un donneur égal et un bénéficiaire égal? Comment peut-elle se rapporter aux autres régions sur la base de l'égalité et du respect mutuel? Étant donné que le globe est un et que ses ressources ne sont pas indéfiniment renouvelables, comment l'Afrique obtient-elle sa juste part du globe commun? Premièrement, l'Afrique doit rejeter la séduction de l'assoupissement entretenu par l'image occidentale d'un donateur infiniment généreux et patient. En effet, l'Afrique doit cesser d'agir en mendiant reconnaissant envers l'Occident et exiger sa juste part. L'état actuel du continent peut être imputé à l'Occident. Il suffit de dresser le catalogue des maux que l'Occident a infligés à l'Afrique pour voir que cette accusation repose sur des faits historiques solides. Nous ne pouvons pas nous allonger et attendre que l'Occident prenne conscience du tort qu'il a causé et se repente. Attendons-nous vraiment à ce que l'Occident capitaliste, sous le système esclavagiste et sous le système colonial, ait pu se comporter autrement? Aujourd'hui, sous la vague actuelle de la mondialisation, l'Occident viendra-t-il s'agenouiller devant l'Afrique et dire « Nous vous avons fait du tort, nous vous avons volé, pardonnez-nous nos offenses et au fait, voici des réparations, un gage de notre repentir ». Non, l'Afrique ne doit pas laisser l'Occident se soustraire au crochet moral. Le continent doit intensifier ses revendications en faveur de la justice sociale mondiale et de la rectification d'injustices historiques flagrantes comme la traite des esclaves et le colonialisme. L'Occident doit être contraint d'accepter sa responsabilité dans les crimes commis contre l'humanité africaine. Frederick Douglass a dit un jour que le pouvoir ne concède rien sans exigence. Il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. Cela est vrai du pouvoir à l'intérieur d'une nation comme entre les nations. Notre propre histoire nous dit que chaque acquis, et il y en a eu beaucoup, a été le résultat de nos luttes. La liberté vis-à-vis de l'esclavage et du colonialisme n'a pas été donnée à l'Afrique sur un plateau d'argent. Elle a été le résultat de la résistance, le résultat de l'exigence. Mais voici une autre ironie. Les revendications qui ont une chance de l'emporter ne peuvent être formulées à partir d'une position de faiblesse. Le pouvoir n'a jamais cédé à la faiblesse. L'Afrique ne doit pas attendre de se sortir du bourbier par des réparations venant précisément des forces qui tirent profit de sa position de faiblesse. L'Afrique ne peut pas non plus se permettre de rester immobile à blâmer. Au contraire, l'Afrique doit s'élever vers la puissance. Le point de départ doit être un examen de conscience approfondi. Tout en reconnaissant que la sortie de son cauchemar historique est entravée par des obstacles structurels majeurs, l'Afrique doit être proactive même dans sa marginalité au sein du système capitaliste mondial. Bien que non placée dans des conditions de son propre choix, l'Afrique doit continuer à écrire sa propre histoire.
Même sous l'impulsion implacable actuelle du fondamentalisme capitaliste, l'Afrique doit reprendre son agentivité. Ne pas le faire reviendrait à se rendre au fatalisme inhérent au tinaïsme occidental et constituerait un grave déshonneur à la mémoire collective africaine de la résistance à toutes les phases précédentes de la mondialisation. Faire l'inventaire de ses propres faiblesses et de ses forces devrait être le début de tout proactivisme. Une lutte qui ne dresse pas l'inventaire de ce qu'elle peut faire par elle-même, puis ne s'appuie pas sur cela comme base de départ, est vouée à l'échec. Si l'Afrique examinait sérieusement son histoire, le continent pourrait tirer des leçons utiles pour le présent. Les luttes les plus réussies, y compris celles des Africains d'Haïti en 1789 et des Momo dans le Kenya des années 1950, furent celles fondées sur l'autonomie et la croyance en leur capacité à changer le monde. Aussi faible qu'elle puisse aujourd'hui se percevoir, l'Afrique doit prendre au sérieux le credo de l'autosuffisance de Nyerere. La confiance en soi est le commencement de la force. L'examen de conscience doit commencer par un questionnement sérieux de la relation problématique de la classe moyenne nationale avec la bourgeoisie impérialiste, d'une part, et avec le peuple, d'autre part. Dans Les damnés de la Terre, Frantz Fanon décrit cette relation comme le lieu de la faiblesse et de la force de l'Afrique. Tout dépend de la relation qui est dominante. Frantz Fanon voit la bourgeoisie nationale qui dirige la résistance anticoloniale et accède au pouvoir comme une classe moyenne sous-développée, sans muscles économiques, ne comptant ni financier ni industriel dans ses rangs. Elle n'est pas engagée dans la production, l'invention, la construction ou le travail. Elle est entièrement canalisée vers des activités de type intermédiaire. Elle n'a pas d'armes, pas de fusils, pas de véhicules blindés. Mais d'où tire-t-elle, à l'époque coloniale, le pouvoir de défier la puissance armée de l'État colonial? Uniquement de sa relation avec le peuple. Elle organise les travailleurs. Elle travaille avec leurs rêves de meilleurs salaires, de meilleurs revenus pour leurs récoltes, d'écoles adéquates, de logements abordables et de corps en bonne santé. En effet, elle facilite leurs rêves de pouvoir changer les conditions de leur vie. La classe moyenne nationaliste met ses ressources, sa connaissance du monde, ses livres et ses idées à la disposition de la lutte. Dans l'Afrique du Sud de la fin du 19e et du début du 20e siècle, les idées de Booker T. Washington, W.I.B. Du Bois, Marcus Garvey, Karl Marx et même celles issues de différents mouvements religieux, l'idée d'église indépendante, par exemple, faisèrent l'objet de débats sérieux, les intellectuels, par le biais des journaux et des livres, tentant de transmettre ces idées au peuple dans leur propre langue. Dans le Kenya des années 1920, les intellectuels qui avaient accès au Negro Digest de Garvey, aujourd'hui connu sous le nom de The Black Man, partageaient ce qu'ils lisaient avec ceux qui n'y avaient pas accès. Cette classe intellectuelle entretient une relation organique avec les masses. Au niveau territorial national, elle élabore des visions d'unité nationale contre les tactiques coloniales du diviser pour régner. Au niveau continental, elle développe une vision du panafricanisme qui englobe non seulement ceux qui vivent sur le continent, mais aussi ceux de la diaspora, et elle rejette le jeu colonial consistant à diviser l'Afrique en Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, ou en régions dont l'identité est dérivée de l'influence des grandes puissances européennes. Au niveau international, la lutte anticoloniale est cohérente dans sa caractérisation de l'ennemi comme la classe impérialiste, la classe internationale qui possède les mines et les plantations, ainsi que les fabricants et les banquiers, en d'autres termes, la classe qui profite des conditions misérables des pauvres. Les classes intellectuelles sont armées d'un sens d'elles-mêmes et de leur place dans l'histoire. Elles sont armées d'une vision. Elle constitue la base de pouvoir de la résistance anticoloniale victorieuse contre l'impérialisme. On pourrait penser que cette relation constituerait le fondement le plus solide de l'État postcolonial. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Lorsque la classe moyenne nationaliste prend le contrôle de l'État, elle modifie sa relation avec le peuple. Fondamentalement, elle refuse de voir que son pouvoir ne provient pas de la possession des leviers de l'économie, puisqu'elle ne les possède tout simplement pas. Ils sont toujours détenus par la bourgeoisie internationale. Mais la classe moyenne nationaliste commence à se comporter comme si son nouveau pouvoir provenait de sa relation de connivence avec l'impérialisme. Fanon soutient, dans le chapitre brillant intitulé « Les pièges de la conscience nationale », que sa mission n'a rien à voir avec la transformation de la nation. Elle consiste, prosaïquement, à être la courroie de transmission entre la nation et un capitalisme, sous le masque du néocolonialisme.
Même à l'époque où la nationalisation était un mot magique, selon Fanon, cette classe n'a fait que nationaliser et normaliser les avantages injustes hérités de la période coloniale. Les conséquences économiques sont désastreuses. Plus graves encore sont les retombées politiques, avec une conscience qui s'était élevée vers des visions d'unité nationale, d'unité africaine et de panafricanisme, se régionalisant puis se vulgarisant en horizons ethniques et claniques myopes. C'est la naissance de l'État à parti unique et du chef suprême, et bien sûr des dictatures militaires inévitables tolérées et dans certains cas initiées par l'Occident à l'époque de la guerre froide. La vision la plus large au-delà de l'auto-glorification personnelle du dirigeant est l'ethnique. Souvent, le dirigeant s'entoure de courtisans et de flatteurs, qu'ils soient un de son village ou d'autres régions. Son accueil par les dirigeants occidentaux, avec l'inévitable tape dans le dos pour avoir été un allié fidèle, devient sa propre récompense. Le vote militaire et l'assentiment armé de l'Occident, et non du peuple, sont tout ce dont il a besoin pour se maintenir au pouvoir. Dans un sens plus large, le dirigeant, qu'il soit dictateur militaire ou civil, est représentatif de la classe moyenne dans son ensemble lorsqu'il s'agit de tourner le dos au peuple. La classe moyenne, partiellement ou totalement, est bientôt capable d'oublier que la source de son pouvoir se trouve parmi le peuple. Cela tient au fait que, par l'éducation et la langue, sa mémoire s'est intégrée à celle de la bourgeoisie européenne. Il n'est pas difficile de voir pourquoi. L'éducation de l'élite noire se fait entièrement dans les langues européennes. Sa conceptualisation du monde s'inscrit dans les paramètres de la langue de son héritage. Plus important encore, cela fait de l'élite une partie intégrante d'une communauté linguistique mondiale donnée. À l'intérieur de la nation, la langue européenne continue d'être ce qu'elle était pendant la période coloniale. La langue du pouvoir, de la conception et de l'articulation des mondes de la science, de la technologie, de la politique, du droit, du commerce, de l'administration et même de la culture. La nation se trouve divisée en deux. Le groupe le plus infime traverse les différentes frontières ethniques, mais se situe dans la boucle linguistique privilégiée. L'autre groupe, la majorité, se trouve en dehors de cette boucle de toutes les manières possibles. Frantz Fanon touche à ce problème dans Peau noire, Masque blanc, lorsqu'il affirme qu'acquérir une langue, c'est acquérir un monde. Le poids de la civilisation est porté par cette langue. En traversant les différentes ethnicités, la langue peut sembler plus nationale. Le petit groupe qui la parle est issu des 5% supérieurs de chacune des nationalités ethniques, mais peut en venir à se percevoir comme constituant la nation. Fanon ne cite pas directement l'incorporation dans la mémoire européenne comme une faiblesse de la classe moyenne avant et après l'indépendance, mais il la présuppose lorsqu'il accuse la bourgeoisie nationale de s'identifier à la bourgeoisie occidentale auprès de laquelle elle a appris ses leçons. L'incorporation linguistique de l'élite africaine dans la mémoire européenne a des conséquences désastreuses pour l'Afrique, la plus évidente étant l'acceptation presque universelle par les Africains éduqués de l'idée que l'anglais, le français et le portugais sont les langues appropriées pour produire et stocker le savoir et l'information. Cela a signifié que les masses, l'agent social du changement, se voient refuser l'accès au savoir et à l'information dont elles ont le plus besoin pour changer le monde. L'économie du ruissellement, si chère aux fondamentalistes capitalistes, se reflète dans une éducation et une information au ruissellement. J'ai beaucoup parlé de ce problème dans mes livres Decolonizing the Mind et Pen Points, Gun Points and Dreams, et plus j'examine la situation, plus je sens que l'incorporation linguistique de l'élite africaine instruite dans la mémoire bourgeoise européenne contribue activement au retard de l'Afrique. En ce sens, tout Africain instruit qui demeure obstinément enfermé dans les murs linguistiques des langues européennes, quelle que soit sa vision sociale déclarée, de droite ou de gauche, fait partie du problème et non de la solution. La mémoire européenne pèse comme un poids mort sur l'auto-imagination de l'Afrique et elle empêche l'élite, même la plus radicale, de se relier à ce que Fanon décrit comme le capital révolutionnaire, c'est-à-dire le peuple. Plus que toute autre chose, c'est cela qui nous empêche de penser à des alternatives en dehors de la matrice hégémonique, économique, politique, culturelle, occidentale. Prenons l'exemple de l'élite qui s'accroche à la conceptualisation européenne de l'État-nation. Dans les temps précapitalistes, le monde était en grande partie dépourvu de frontières protégées dont la traversée constituait un crime. Les frontières étaient souvent le point de rencontre d'échanges mutuels et, dans certains cas, le site de courants intellectuels et culturels croisés. Les frontières unissaient plus qu'elles ne divisaient.
L'État-nation, la forme dans laquelle la modernité capitaliste a organisé son pouvoir, est née avec des notions de propriété en général et de territoire en particulier. La naissance de l'État-nation européen, de la plantation esclavagiste, de la colonie et de la prison sont des produits simultanés d'un même moment de l'histoire. Il n'est pas surprenant que ces institutions aient des caractéristiques similaires. La principale est celle d'un espace clos, souvent doté d'un seul point d'entrée et de sortie. Ce sont des espaces clôturés, avec une autorité de supervision. Comme tous ces espaces, la porte est gardée en permanence. On ne peut entrer ni même sortir sans l'approbation de l'autorité centralisée omnivoyante. Les allées et venues sont consignées. La frontière devient alors un mur marquant la séparation entre ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. La plantation, la colonie, la prison et l'État-nation se miment et s'anticipent les uns les autres de façon supplémentaire. La plantation esclavagiste rappelle le mouvement des enclosures en Angleterre, où des paysans furent chassés des terres communes pour devenir des réservoirs de main-d'œuvre dans des villes congestionnées. Ceux qui se tournèrent vers le vol de moutons comme moyen de subsistance furent pendus, mais plus tard, ils furent exportés vers des colonies-prisons. Un bon nombre de colonies, dont l'Australie et l'Angola, servirent en même temps de territoire pénitentiaire. Il n'est pas surprenant, par exemple, qu'en France, le ministre des prisons fut également chargé des colonies. L'État-nation est bâti sur la division et la séparation et le contrôle central, la prison jouant un rôle croissant dans l'exercice de son pouvoir. Aujourd'hui, certains pays ont des populations carcérales qui pourraient constituer une nation à part entière. L'État-nation européen a créé ce que Césaire, dans son discours sur le colonialisme, considère comme le problème inextricable du prolétariat à l'intérieur de ses propres frontières et de la colonie à l'extérieur de ses frontières. L'État colonial fut une création de l'État-nation européen. Restant soumis à la métropole, il n'était pas, en tant que tel, une entité indépendante dans les relations internationales. Il agissait davantage comme une force de police et militaire d'occupation au nom de l'État métropolitain. Mais dans la forme, il était une imitation de l'État-nation européen et fut lui-même construit sur les pratiques contradictoires de l'enclosure, la plantation, de l'intégration et de la séparation. La division la plus significative de l'Afrique fut en sphère d'influence et de contrôle par les puissances européennes réunies à Berlin en 1884. Les divisions et les frontières furent des plus arbitraires, combinant souvent différentes nations tout en divisant d'autres nations en entités éclatées sous des puissances différentes. La nation Somalie est le meilleur exemple d'un peuple partageant un territoire, une langue, une culture et une histoire commun, mais scindé en 5, en Djibouti français, Somaliland italien, Somaliland britannique, Kenya britannique et Éthiopie féodale. L'histoire est la même sur l'ensemble du continent. Les frontières coloniales étaient à la fois arbitraires et divisives. À l'intérieur de la colonie, l'État colonial déposséda les anciens paysans propriétaires, indépendants et communautaires qu'il pourchassa vers les villes pour créer un réservoir de main-d'œuvre, en imitation historique du mouvement des enclosures anglais du XVIIIe siècle. L'État colonial survécut à défi après défi de la part des dépossédés et du nouveau prolétariat, en veillant à ce que les communautés à l'intérieur de sa frontière territoriale demeurent divisées selon des lignes ethniques. Ainsi, par exemple, au Kenya, entre 1922 et 1960, soit littéralement 2 ans avant l'indépendance, les Africains n'étaient pas autorisés à former des unions politiques englobant le territoire dans son ensemble. L'État colonial prospéra aussi grâce à la cooptation d'une classe moyenne naissante dans une alliance de convenance. L'armée, la police et les prisons agissaient de concert pour maintenir l'État colonial contre une population agitée. Sinon, pourquoi le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, tous des États britanniques, auraient-ils eu besoin d'armées territoriales différentes? Il en va de même pour le Malawi en tant que Nyasaland et pour les 2 Rhodésies britanniques. L'État indépendant post-colonial africain ne fut qu'une nationalisation de l'État colonial. Les frontières territoriales héritées étant désormais sanctifiées par nécessité et, plus significativement, par l'incapacité des nouvelles classes au pouvoir à imaginer une forme différente de l'État.
Parmi tous les dirigeants post-coloniaux émergents, seuls Kwame Nkrumah et Julius Nyerere parlèrent des limitations de leurs États-nations et de l'union avec d'autres États africains. Autrement, les identités africaines en tant que nation furent cartographiées, marquées et nommées pour l'Afrique par les États-nations européens, les anciens maîtres coloniaux. Pourtant, les Africains n'ont besoin que d'un regard cursif sur leur histoire pour voir que les moments les plus réussis de leur lutte furent ceux qui contestèrent la manière dont ils étaient définis et regroupés par la mémoire colonisatrice européenne. Le panafricanisme en est le meilleur exemple. D'abord imaginé par des intellectuels africains de la diaspora et fécondé par des apports d'Africains du continent, cette vision fut une réponse créative aux divisions européennes de l'Afrique. L'Afrique aux Africains, chez eux et à l'étranger, clamait Marcus Garvey. W.E.B. Du Bois, C.L.R. James, Kwame Nkrumah, George Padmore et tout un éventail d'autres imaginèrent une Afrique unie qui servirait de base à tous les peuples noirs. Ils envisageaient une Afrique sans frontières internes, une Afrique jouant son rôle légitime dans la communauté des nations. Le sommet de cette vision fut le 5e congrès panafricain à Manchester, en Angleterre, en 1945, une conférence qui aboutit au retour en Afrique de dirigeants comme Kwame Nkrumah et Jomo Kenyatta avec une vigueur et une énergie renouvelées. Africa Must Unite, écrit par Kwame Nkrumah, déclara que l'indépendance du Ghana en 1957 n'avait aucun sens sans la libération de tout le continent. L'Europe se moqua de lui, le tourna même en dérision. Mais regardez le renversement de la situation. Les Européens, qui dénonçaient autrefois les appels à l'unité panafricaniste et à un gouvernement d'union africaine, sont ceux qui, aujourd'hui, s'unissent en Union européenne, avec un parlement commun, une monnaie commune et la liberté de circulation à travers les frontières. Une Europe unie sera évidemment en position plus forte pour obtenir une meilleure part des ressources d'un monde mondialisé. Mais nous, en Afrique, vendus au concept européen dépassé de l'État-nation, nous nous sommes retirés de la vision panafricaine qui nous a apporté les quelques gains que nous avons. Au lieu de cela, nous nous replions derrière nos frontières nationales, et même celles-ci se désintègrent davantage en États ethniques et claniques. Ainsi, nous nous affaiblissons au moment même où les autres se renforcent. Il est clair que si l'Afrique doit se sortir du bourbier et progresser, l'élite africaine doit revenir à sa véritable base, le peuple. Une classe moyenne authentique dans un pays sous-développé, écrivait Frantz Fanon, devrait répudier son rôle colonialement programmé d'outils du capitalisme et se faire l'esclave volontaire de ce capital révolutionnaire qu'est le peuple. Une telle classe, poursuit-il, devrait mettre à la disposition du peuple le capital intellectuel et technique qu'elle a arraché en passant par les universités coloniales. Cette répudiation ne signifierait rien de moins que la fraction intellectuelle de la classe moyenne, l'intelligentsia africaine, se désengageant de la mémoire européenne en rejetant l'idée que les langues européennes sont les seuls moyens légitimes d'organiser et d'articuler la réalité et les rêves. Ils ne devraient pas devenir prisonniers de leur propre succès à avoir arraché le savoir dans les universités du pays et de l'étranger. La récupération et l'usage des langues africaines sont d'une importance capitale. Aucun peuple ne peut abandonner sa langue et faire beaucoup de progrès. N'est-ce pas une tâche sur l'estime de soi d'un continent entier que, jusqu'à présent, en dehors de l'Éthiopie, il n'existe pas un seul traité entre l'Afrique et le monde extérieur dans une langue africaine? Au lieu de relever le défi d'un tel choix, l'intelligentsia africaine dans son ensemble s'est rendue, sans même une tentative de résistance, devant ce qu'elle considère comme des obstacles insurmontables. Elle disparaît, l'âme en paix, dans la zone de confort des langues européennes. Les rêves de l'Afrique restent emmaillotés dans des sons européens, inaccessibles aux peuples africains. L'abandon du peuple par ses intellectuels, pour lesquels le peuple a enduré des difficultés afin de les faire instruire, avec l'attente de retours fructueux, est le véritable triomphe du colonialisme et un déshonneur pour l'intelligentsia africaine au sens large. Heureusement, il y a toujours eu quelques intellectuels qui ont refusé d'abdiquer et qui ont maintenu la question vivante. En Éthiopie, il y a toujours eu une production intellectuelle en langues africaines. Les intellectuels Xhosa et Zoulou du 19e et du début du 20e siècle débattirent de la meilleure langue de la modernité africaine. Certains, comme Mkayi et Vilikazi, défendant fermement les langues africaines. Cette défense se poursuit dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop et d'Obi Wali.
Actuellement, des signes indiquent que les intellectuels africains commencent à réfléchir sérieusement à l'appel en faveur des langues africaines, comme on le voit, par exemple, dans l'œuvre de Kwesi Kouapra. Le Center for the Study of African Cultures, basé au Cap, est devenu un important défenseur de la centralité des langues africaines. Au Kenya, un centre similaire pour l'avancement des langues africaines est en cours de création. Certains gouvernements, notamment l'Afrique du Sud et l'Érythrée, ont tenté d'élaborer des politiques éclairées sur les langues africaines. À bien des égards, la conférence sur la littérature et le savoir en langues africaines, tenue en Érythrée au début de l'an 2000, fut un tournant. La conférence adopta la déclaration d'Asmara, qui appelait les langues africaines à assumer le devoir, la responsabilité et le défi de parler au nom du continent. C'était véritablement un appel à ce que l'Afrique se reconnecte à sa mémoire et s'engage avec le monde depuis sa base. Les 10 points constituent un manifeste du seul moyen par lequel l'intelligentsia africaine peut répondre à l'appel de Fanon de mettre sa production intellectuelle à la disposition du peuple et par là même se connecter au capital révolutionnaire, le peuple. C'est une étape fondamentale dans la recherche par l'Afrique d'une sortie du bourbier mondial. Armer nos peuples du savoir et de l'information qui les rendent mieux équipés pour exiger efficacement leur part légitime du globe. Il est également clair que nous devons entendre en toute urgence l'appel de Nkrumah. Africa must unite. L'Afrique ne peut pas être morcelée en minuscules unités politiques et économiques et prétendre à sa part du globe. Mais ces deux propositions ne sont-elles pas contradictoires? Une Afrique aux nombreuses langues et aux tendances culturelles variées peut-elle s'unir? La perception d'une contradiction insoluble persiste en raison de l'hypothèse selon laquelle le monolinguisme est la condition sine qua non de la modernité. Cela conduit aussi à la fiction historique selon laquelle d'autres sociétés seraient marquées par le monoculturalisme. Si nous pensons de manière large et historique, nous pouvons voir que ce n'est pas vraiment le cas. Même l'Europe a de nombreuses langues, au moins 100. Et si nous comptons celles apportées par les immigrants récents, alors nous parlons de centaines de langues et de dialectes autonomes. Les États-Unis, avec leurs 50 États, ont plus de langues, de religions et d'ethnies que n'importe quel autre État-nation territorial au monde. La posture officielle peut être celle d'un creuset linguistique, mais la réalité sur le terrain dit autre chose. Au Canada, la question linguistique continue. L'existence de nombreuses langues n'est pas un problème particulièrement africain. Je ne suis même pas sûr que ce soit un problème tout court. Pourtant, l'hypothèse persiste. De nombreuses langues seraient incompatibles avec l'unité et une identité africaine continentale. C'est ce qui amena Cheikh Anta Diop, en 1948, à répondre à l'objection généralement soulevée selon laquelle les Africains ne pourront jamais avoir l'unité linguistique par la réplique dédaigneuse: l'Afrique n'a pas besoin d'une telle unité linguistique, pas plus que l'Europe n'en a besoin. Il poursuit. Mais il est absolument faux de penser que cette multiplicité apparente de langues constitue un sérieux obstacle à l'établissement d'une culture indigène. En fait, parmi les bien plus de 600 langues citées, il n'y en a qu'environ 4 qui soient des langues majeures, les autres n'étant que des variantes parlées par un petit groupe, comme les dialectes régionaux européens. Par conséquent, il n'y a en Afrique que 4 langues capables d'être développées pour devenir des instruments d'expression de toute la pensée africaine. Et cela ne requiert que la volonté, la fermeté et la détermination des Africains à se libérer intellectuellement et moralement. Il n'est pas nécessaire de soutenir qu'il n'y a que 4 grandes langues pour faire valoir que la multiplicité des langues n'est pas un obstacle au développement. Nous devons admettre que, dans chaque pays africain, il existe de nombreuses nationalités et langues et accepter cette réalité comme point de départ. Ensuite, nous devons poser d'autres questions. Comment les nombreuses langues peuvent-elles être utilisées pour susciter l'unité des peuples africains au sein d'un pays et au sein du continent? Enrichir nos langues et encourager le dialogue entre elles par l'outil de la traduction est la meilleure façon de créer une base culturelle pour l'unité africaine. Imaginez si tous les livres écrits dans différentes langues africaines, et même ceux produits par des Africains du continent et de la diaspora dans n'importe quelle langue, étaient disponibles dans chacune et toutes les langues africaines. Cela ne créerait-il pas un sentiment d'héritage commun et une base pour davantage de production intellectuelle? Si une langue continentale interethnique et interrégionale devait émerger,
mais pas sur le cimetière des autres langues, ce serait un gain pour l'Afrique, et cela ajouterait une autre dimension à la conversation entre les langues africaines. Nous ne devrions pas considérer une Afrique unie comme une union des chefs d'État africains, mais comme une union des peuples africains. La lutte et le processus ne sont pas l'affaire exclusive des chefs d'État, mais de l'ensemble des peuples africains, avec leurs langues et cultures variées. Si nous mettons le peuple au premier plan, alors nous pouvons voir les dégâts causés par les frontières coloniales, qui perpétuent la mémoire européenne comme base de la définition de notre être. Portés par cette conscience du peuple, nous devrions regarder les frontières coloniales et poser des questions différentes. Ce faisant, nous transformons ce qui semble être une faiblesse en force. Nous pouvons transformer la division de peuples de même langue et de même culture, mais répartis de part et d'autre de différentes frontières, en force, en considérant ces peuples comme une communauté partagée. Dans presque tous les États africains, il existe des peuples de même langue, culture et histoire de part et d'autre d'une frontière, ce que l'on appelle des communautés frontalières. Par exemple, si le Kenya, l'Éthiopie, Djibouti et la Somalie elle-même considéraient le peuple somali comme une communauté partagée, alors l'union de l'Éthiopie, du Kenya et de la Somalie ne serait pas une union d'étrangers culturels. Nous pourrions ainsi utiliser la notion de communauté partagée comme des maillons d'une chaîne pour l'unité africaine du Cap au Caire, du Kenya au Libéria. Un bon nombre de communautés frontalières ont un leader spirituel commun et, en réalité, elles ne reconnaissent pas les frontières coloniales qui les divisent. Dans leurs pratiques culturelles, elles contestent l'État-nation issu du colonialisme. Là encore, ne devrions-nous pas utiliser ces communautés, avec leur autorité spirituelle et leur histoire commune, pour nous unir au lieu de criminaliser leur passage de frontières? En bref, nous devrions vraiment imaginer un continent sans frontières internes. Nous transformerions les frontières en autoroutes pour la circulation des biens, des services et des idées à travers le continent. Alors se réaliseront les visions de nos ancêtres qui voyaient le continent comme une patrie matérielle et spirituelle pour les Africains d'ici et d'ailleurs. Four, une Afrique sans frontières, ou plutôt une Afrique où les États nationaux auraient muté en un État fédéral continental, ne peut être instauré par la force. Le processus de son avènement suppose en fait que la démocratie, au sens lincolnien du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, en soit la force motrice. L'alternative est la force brute, qui n'engendrerait pas une intégration politique, mais une désintégration par des guerres frontalières. L'unité continentale, pour être réelle, doit être volontaire et portée par les peuples. L'Afrique ne doit toutefois pas assimiler tous les aspects des formes occidentales de démocratie. La démocratie en Occident est devenue moins une question de la société que les peuples veulent construire qu'une question d'organisation d'élections tous les 4 ans environ. Les élections sont importantes, bien sûr, mais elles devraient faire partie de la recherche globale d'une société juste. En ce sens, il y a toujours eu une faille majeure dans la tradition démocratique occidentale, depuis l'Athènes antique jusqu'à l'Amérique d'aujourd'hui. La démocratie athénienne reposait sur la division de la société entre hommes libres, esclaves et femmes. La démocratie était réservée aux citoyens libres. La démocratie, telle qu'exercée par les puissances coloniales, supposait la liberté chez soi et l'esclavage colonial à l'extérieur. C'est encore le cas aujourd'hui. Les puissances dominantes déploient de grands efforts, y compris la tromperie, pour s'assurer que leur population soit docile face aux politiques qu'elles souhaitent mener chez elles et à l'étranger. Pourtant, elles s'impatientent face aux gouvernements étrangers qui refusent de contourner la volonté de leur peuple et déclinent ainsi l'exécution des desiderata de l'Occident. Le cadre néocolonial ne peut constituer ni le fondement, ni même la pierre angulaire de l'unité africaine. Seul un anti-néocolonialisme cohérent et une démocratie portée par les peuples peuvent en former la base. En réalité, une telle démocratie populaire peut entrer en contradiction avec la démocratie représentative, qui signifie souvent que les peuples sont des spectateurs passifs, pendant que leurs représentants au Parlement exercent le pouvoir en leur nom. Dans l'exercice de la démocratie, l'Afrique pourrait, une fois de plus, vouloir tirer quelques enseignements de ses propres institutions précoloniales. Les deux grands types de sociétés africaines, celles sans autorité centralisée et celles avec une autorité centralisée incarnée par le chef, reposaient toutes deux sur des formes de démocratie participative. Jomo Kenyatta, dans son livre Facing Mount Kenya,
décrit un tel processus participatif chez les Adjikuyu du Kenya. Ce qui frappe dans le tableau qu'il dresse, c'est la pratique de l'auto-organisation à tous les niveaux de la société. Même les jeunes avaient leurs propres conseils et apprenaient ainsi le leadership comme partie intégrante de leur vie quotidienne. Cela contraste fortement avec les pratiques de l'État colonial et postcolonial qui considèrent les peuples organisés comme des ennemis de l'État. Combien de fois avons-nous vu des organisations de jeunesse interdites, la police les poursuivant dans les rues des grandes villes? Une combinaison de pratiques démocratiques participatives et représentatives pourrait bien être ce dont l'Afrique a besoin pour réaliser et exercer les rêves d'une unité africaine créative. Mais même avant une union politique, l'Afrique doit engager le processus d'intégration économique et des communications et créer un marché commun panafricain. Les modèles existent déjà, le meilleur étant la communauté d'Afrique de l'Est, qui a vu autrefois le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie partager toute une série de services, y compris une monnaie commune, avant qu'un étatisme national colonisé ne la démantèle avec empressement. Mais un tel marché commun ne peut durer que s'il s'élève au niveau d'une union politique. Une unité politique continentale accélérera encore l'intégration économique. L'Afrique ainsi unie économiquement et politiquement sera également en meilleure position pour engager les autres forces du monde dans la lutte pour une communauté mondiale plus juste. Quel que soit le chemin vers une identité continentale, il appelle à un questionnement sérieux et au rejet de la sacralité des frontières coloniales. Il s'agit là d'un appel ni plus ni moins à la décolonisation de nos économies, de nos politiques et de nos cultures, afin de créer un nouveau départ pour l'Afrique. Même cela ne sera pas une navigation tranquille. Les forces de la réaction mondiale tenteront encore de diviser et de dominer. Mais l'Afrique doit répondre à cette réaction par la proaction, pour le bien de son propre être dans un monde en rapide mondialisation. Certains cyniques, formés au doute de soi, verront dans un tel appel le rêve de l'impossible. Mais les rêves ont toujours tracé des images de l'idéalement possible. Dans l'imagination, nous dessinons les contours d'un avenir, puis nous tentons de le réaliser. À l'époque où quelques humains commencèrent à concevoir le vol, ils furent qualifiés de rêveurs, non de réalistes. Mais ils continuèrent à rêver et à essayer. Durant l'esclavage des plantations, ceux qui parlaient de liberté étaient perçus comme de simples rêveurs. Mais ils n'ont pas cessé de rêver et de tenter de réaliser leur objectif. Il en va de même des rêveurs de la résistance anticoloniale, qui ont continué d'imaginer la victoire et de travailler à sa réalisation. Notre monde actuel doit beaucoup à ceux qui ont osé rêver. Depuis longtemps déjà, j'ai plaidé pour le déplacement du centre d'un petit nombre de nations européennes vers des nations marginalisées, puis pour la création de conditions permettant un dialogue sain et des échanges égaux entre elles toutes. Bien que cela ait été formulé principalement en termes linguistiques et culturels, mes préoccupations embrassent la totalité d'une communauté, l'économique, le politique, le culturel et le psychique. Je considère tous ces éléments comme la complexité interdépendante que nous appelons sociétés humaines. Contrairement aux formes actuelles de mondialisation, qui signifient souvent l'appropriation de tous les autres centres et de leurs ressources par un supercentre, j'espère que la lutte en cours s'intensifiera en faveur d'une alliance mondiale de centres égaux. J'attends avec impatience le jour où la marge deviendra le centre et le centre la marge, dans une danse de réciprocité continue parce que tous deux contribueront et puiseront également dans leur centre humain commun. Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ces voix, ces histoires, ces vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.